Guadeloupe, actualité. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième saison de votre émission littéraire Préface et le 20e numéro de celle-ci. On se trouve, comme vous le constatez, dans un nouveau décor et au fil des émissions, vous découvrirez de nouvelles rubriques et bien sûr, de nouveaux auteurs. Un petit point d'histoire. La littérature antillaise est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, tout le monde, ou presque, a entendu parler du mouvement de la négritude autour des poètes comme Césaire, Damas et Senghor, ainsi que du courant de la créolité porté par Chamoiseau, Glissant et Confiant. Mais en fait, avant ces courants de pensée et d'écriture, la littérature est marquée par le courant doudouiste, constitué d'auteurs descendants de colons et de personnes appelées communément mulâtres. Cette littérature se caractérisait par l'exotisme, la nostalgie, le mythe des îles heureuses. L'auteur que nous recevons aujourd'hui n'est certainement pas un doudouiste. Il s'inscrit dans le courant de la créolité. Sa carrière d'écrivain est particulièrement riche car il excelle autant dans le genre de la poésie que dans celui du roman et de la nouvelle. Il a écrit 11 romans, 10 recueils poétiques, 5 nouvelles et 4 œuvres pour la jeunesse. À travers ces textes, c'est l'humain dans sa complexité et dans son environnement qu'il met en mots. D'ailleurs, il a dit quelque chose de très beau et de fondamental à propos de la lecture et de l'écriture. Ernest Pépin a dit ceci. Lire, c'est recréer l'âme des choses. Écrire, c'est fabriquer un nid pour les œufs de la mémoire. Poète et romancier, ou romancier-poète, le style de notre invité se distingue notamment par la richesse du langage qu'il utilise. En effet, c'est un génie de la métaphore, mais pas seulement. Sa carrière d'écrivain débute en 1984 avec un recueil intitulé « Au verso du silence ». D'autres suivront, tels que Salve et Salive en 1986, Africa Solo en 2001 ou encore pour Haïti en 2010. Poète avant tout, qu'il écrive en vers ou en prose, il mélange le français et le créole dans des textes luxuriants d'une grande richesse stylistique et plein d'images puissantes. Ses propos sont extraits donc du site internet La Fondation de la Mémoire pour l'esclavage. Son premier roman, L'homme au bâton, publié aux éditions Gallimard, est récompensé du prix littéraire des Caraïbes en 1993 et connaît un vif succès. Il poursuit avec Tambour à Belle en 1996, puis en 2014 avec Le Griot de la peinture, en 2019 La Souvenance et en 2021 La Veuve aux mille rivières. Bien entendu, si jamais je devais passer en revue toutes les œuvres, mon introduction serait bien trop longue. Alors, il serait difficile en quelques mots de retracer la brillante carrière de cet écrivain, professeur de lettres, présentateur d'une émission littéraire, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, chevalier de l'Ordre national du mérite, critique littéraire et récipiendaire de nombreux prix littéraires. C'est avec un immense honneur que nous recevons aujourd'hui Ernest Pépin, Monsieur Ernest Pépin. Après avoir passé en revue ses œuvres majeures, nous nous attarderons sur son dernier roman, La Veuve aux mille rivières, publié aux éditions Calinas et mis en voix par les éditions Une voix, une histoire, avec la voix d'Isabelle Nanesi. Bonjour Ernest Pépin. Bonjour. C'est vraiment une grande émotion pour moi de te recevoir sur ce plateau.
Alors, c'est vrai que j'ai essayé de te présenter en quelques mots, Oui. mais tu penses bien que c'est quand même assez difficile de pouvoir dire à quel point ta carrière est immense. Alors, je vais rentrer quand même dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? L'écriture m'a été donnée dès l'enfance, je dirais, pour plusieurs raisons. La première raison est que mes parents étaient des enseignants. Ils m'ont D'accord. fait baigner dans l'univers du livre. Ma mère enseignait le français, mon père était directeur d'école. La deuxième raison est que j'ai toujours été fasciné par les écrivains. Enfant, je voulais voir la photo de Victor Hugo. J'allais apprendre que Balzac avait des cannes. J'allais apprendre que Musset avait des livres comme chien. Bref, je m'intéressais à tout ce qui concernait la littérature, notamment française, parce que c'est ce qu'on nous enseignait à l'époque. Bien sûr. Ensuite, comme j'étais un enfant très solitaire, très renfermé, j'avais peur très sévère, qui ne voulait pas ressortir de la maison, j'ai pris l'habitude de lire. Et je me souviens que je lisais même la nuit. Et je faisais une tente avec le drap, un balai, j'écrivais avec une pile, et je lisais comme ça, et avec un plaisir extraordinaire. Donc j'avais une passion de l'écriture, vraiment une passion. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que généralement, ceux qui écrivent, ce sont ceux qui ont lu? Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Je pense qu'on ne peut pas écrire sans avoir lu. Je suis persuadé, il y a des gens qui disent aujourd'hui, malheureusement, que je ne lis pas les autres pour ne pas gâcher mon talent. Je dis, mais c'est une bêtise incommensurable. Il faut absolument lire pour former son imaginaire, former son vocabulaire, saisir ses émotions, savoir ciseler des mots, des phrases, une pensée. Donc je crois que c'est fondamental et c'est indispensable. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que tu as l'habitude de m'entendre dire que je me permets de te tutoyer, que c'est une conversation que nous allons avoir. Ça ne me gêne absolument pas. D'accord. Alors, tu as ton premier recueil, Au verso du silence. J'ai beaucoup aimé ce titre-là, Au verso du silence. Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent de quoi il est question et quelles sont les émotions ou les thèmes qui dominent dans ce recueil? Quand j'ai écrit Au verso du silence, j'étais dans une période très césarienne, je dirais, fondamentalement, et très branché sur la Guadeloupe profonde et réelle. Et je voulais absolument montrer l'en-dessous, ce que désir m'a toujours habité, l'en-dessous des choses, l'en-dessous du pays, derrière la colonisation, qu'avons-nous fait pour vers peuple, comme on dit aujourd'hui, qu'avons-nous fait pour émerger, qu'on connaît. Donc je voulais absolument dire cela. Et donc les thèmes sont variés, mais c'est des thèmes qui sont liés à l'histoire, des thèmes liés au marronnage, des thèmes liés à la révolte, des thèmes liés à des émotions plus personnelles aussi. Donc ils sont variés. Mais déjà, avant que je ne lise le texte qui s'intitule « Épicentre des quatre chemins », est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par « Au verso du silence » ? Ce qui est en dessous, au verso à l'envers. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne montre pas, le silence, ce qu'on peut deviner, ce qu'il faut fouiller pour faire émerger, donc derrière le silence. Et est-ce que tu dirais qu'en poésie, le silence ou les silences sont des choses très importantes ? Pour moi, des choses fondamentales. Puisque la poésie, c'est un art de la parole. C'est une parole voulue, une parole cherchée, et une parole surtout créée. Mais pour la trouver, cette parole-là, il faut savoir sonder le cœur du silence, juste précisément, le non-dit du silence pour faire sortir la vérité de la parole. C'est très très beau. Alors, je me permets de lire, j'espère que je ne vais pas... que je lirai suffisamment bien ce texte. Donc, extrait donc, du recueil Au verso du silence, le texte s'intitule « Épicentre des quatre chemins ». Dans l'épicentre de ta lumière, phosphorescence en folie, de tendres tatouages frémissent, alizés ailés, sur la plage fauve de ton ventre, et ma langue divague, vague après vague, au rythme de la constellation de tes hanches. Balaie à grands coups de balai de fougères les nuages de la pesanteur, beau feuillage flambé vert, potomitant de cocagne, fluviale femme, tu ouvres la saison adolescente des seins neufs, par-dessus la cicatrice du temps,
bivalve la trompette de ton offrande aux quatre chemins de l'amour. Donc ça dit tout. Exact, donc ça c'est une ode à l'amour. Ode, offrande, on va dire un chant également pour célébrer la profondeur, l'immensité de la femme d'une manière générale. Parce que pour moi la femme est comme une divinité. Mais on peut y voir aussi une forme de sensualité. Ah ben, ce qui dit femme, dit ça cible avec cela. Donc je ne peux pas, en tant que poète, faire l'impasse sur la sensualité. Ce n'est pas impossible. C'est sûr que c'est voulu. C'est recherché. D'accord. Donc il y a un autre texte aussi. Alors, tout le recueil est beau, hein, mais oui. j'ai dû faire quelques choix. Donc, un peu avant, donc là on change carrément de registre, c'est le texte qui s'intitule... alors que je ne me trompe pas. Donc le texte qui s'intitule « Jugement dernier ». Oui. Donc, jugement dernier, qui se trouve un petit peu après, condamné d'ailleurs. Jugement dernier. Condamné. Les fougères ne bénissent plus de leur crosse l'ocre saigné de la terre, bleu hublot explosé du ciel, condamné au contact des boulets en canonnade, aux chevilles des galaxies. Condamné, soleil vampire, saoule à sucer des volcans, un fade breuvage, dit le colonisé. Condamné coq, le soleil éparpille ses plumes dans la litière du crépuscule. Condamné, les rivières rampent moribondes, elles vont leurs pas de bagnards enchaînés à la sécheresse. Condamné, des bornes d'immortels gardent aux quatre coins le souffrir de la terre. Condamné, les arbres baromètres montent par degrés l'aride rancune du carême. Condamné, le vent, un rien trousseau de cyclones joue féroce une partie d'échecs avec des bananiers. Condamné, le soleil, comme un amant mal aimé, va se pendre à la première nuit venue. J'ai trouvé que ce texte était particulièrement dur, avec cette répétition anaphorique. Donc l'anaphore, c'est cette figure de style qui marque la répétition. Alors, pourquoi ce thème comme ça de la condamnation? Et je trouve que c'est un poème qui est très d'actualité avec les problématiques environnementales d'aujourd'hui. Parce que je sentais la traduction antillaise comme de condamner. Et je voulais métaphoriquement dire que c'est notre condition à nous, et que nous ne devons pas l'accepter, mais nous révolter contre cela, et la reconnaître, la lire et la dire, et si nous nous révolter, pour pouvoir mieux lutter contre ça. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que la parole du poète arrive à être entendue? Cela dépend des hommes, cela dépend des époques, cela dépend du travail poétique, cela dépend de beaucoup de facteurs, d'un facteur fondamental qu'on appelle l'acceptabilité, je dirais, qui détermine l'écoute et l'audience que peut avoir un poème. Donc il y a des poèmes dans l'histoire, c'est très connu, qui ont été des poèmes comme des chants révolutionnaires en particulier. Absolument. Il y en a d'autres qui sont passés inaperçus, mais qu'on redécouvre après. Et il y en a d'autres qui attendent leur heure pour vraiment être reconnus. Donc je pense que ça dépend du contexte, qui joue énormément, ça dépend du créateur et ça dépend de la réceptivité également. Donc, est-ce que tu penses qu'effectivement, pour pouvoir recevoir et accueillir une œuvre, il faut une certaine maturité du public, du lecteur? Est-ce que c'est ça? Je pense qu'on veut parler de formation du lecteur. Parce que très souvent, malheureusement pour nous autres Antillais, en tout cas je ne sais pas pour le reste, nous avons un public qui lui n'est pas tellement instruit. C'est d'ailleurs pourquoi ton émission est fondamentale et essentielle. Parce que quand il n'est pas instruit en poésie, il n'est pas instruit en littérature, c'est ce que je veux dire. Il n'est pas formé dans cette matière-là. Parce qu'il faut une écoute, une manière de prendre les choses, de comprendre les choses pour les accompagner et pour finalement les aimer. Parce que le but, c'est d'aimer la littérature, et aimer la parole, et aimer le dire. Donc voilà ce que je pense personnellement. D'accord. Donc on va poursuivre cet entretien. Donc tout à l'heure on a parlé donc de ce recueil donc au Verso du silence.
il y a une autre œuvre dont on a beaucoup parlé, qui a fait grand bruit, c'est ce roman L'homme au bâton. Je crois qu'effectivement, une fois qu'on dit, parce que j'ai mené comme ça une enquête autour de moi, et j'ai demandé aux gens, quand je vous dis Ernest Pépin, quelle est l'œuvre qui vous vient systématiquement ou spontanément à l'esprit? Et la première œuvre qui est citée, c'est L'homme au bâton. Alors, c'est ton premier roman qui parle donc de ce fait divers qui a donc marqué les années 50, je crois. Alors, pourquoi et en quoi cette histoire t'a-t-elle inspiré et pourquoi as-tu voulu faire un roman là-dessus? Pour expliquer ça calmement, nous étions en plein débat sur créolité et négritude précisément. Et je venais d'être affecté à Capesterre Bello. J'enseignais déjà quatre des élèves d'origine indienne et je leur parlais que d'Aimé Césaire. D'accord. Et à un moment donné, je me dis, mais ça me gêne. Eux, ce n'est pas Césaire qui les intéresse, c'est l'Inde. Et donc j'ai estimé que le débat avait sa valeur, le débat sur la créolité avait sa valeur. Il fallait trouver une œuvre qui corresponde à cette identité créole, à cette âme créole que nous portons, nous, à avoir notre insu. Et donc, comme j'étais dans ce débat-là personnel, j'ai voulu trouver l'homme au bâton comme symbole, comme repère, comme guide pour aller vers cette pensée de la créolité. Parce que c'est une histoire bien de chez nous, qui sont connus d'ailleurs. Absolument. Ils sont populaires. Une histoire qui montre le peuple profond de la Guadeloupe. Une histoire de parole, parce que l'homme bâton, on l'a beaucoup parlé de lui, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, tout à fait. Donc c'est vraiment la parole qui fait exister l'homme bâton. Et puis c'est une histoire aussi qui concerne beaucoup les femmes. Ce qui m'intéressait énormément, parce que ce sont les femmes qui sont les victimes de l'homme bâton. C'est elles qui sont violées, on va dire, ou en tout cas dérangées. Ils subissent en tout cas, oui, tout à fait, des attouchements. Voilà. Donc, et c'est elle que j'ai montré aussi d'une certaine manière à travers le roman en plusieurs personnages. La jeune fille de 16 ans, Lisa, ma grand-mère Nanine, qui s'appelait Nanine réellement, qui est dans le roman, et également les femmes, par exemple, dans une salle d'attente. On n'a jamais pris le temps de regarder cela, mais moi, j'avais pris le temps d'observer une salle d'attente, que ce soit que des femmes. Comment elles sont graves, comment elles sont pensives, comment elles réfléchissent, comment. Tout cela me passe par la tête et donc j'ai voulu faire ressentir tout cela et faire ressortir tout cela en même temps. Voilà donc pourquoi j'ai écrit ce roman-là. Alors, tu disais tout à l'heure effectivement que tu t'es rendu compte qu'on parlait beaucoup de Césaire, donc beaucoup de la négritude. Et en fait, notre société est perçue plutôt comme une société créole. Mais qu'est-ce que toi, en tant qu'auteur, tu mets derrière le mot créolité? Parce que ça a généré beaucoup de débats. C'est pourquoi je parlais de débats volontairement. Voilà, on a souvent opposé créolité et négritude. Mais est-ce que finalement ce sont des courants qui s'opposent? Et est-ce que quelque part dans l'homme au bâton, il n'y a pas à la fois les deux? Pour moi, il ne faut jamais opposer négritude et créolité. Je dirais que la négritude a forgé le chemin, a causé le sillon du chemin qui a amené à la créolité plus tard. Mais c'est le même combat. Toujours un combat contre l'imposition occidentale. Absolument. Qui nous déroute de nous-mêmes. Et une volonté d'affirmer aussi notre identité personnelle et profonde et cachée. Et les deux ont le même but, le même objectif et parfois les mêmes méthodes. Césaire par une sorte de langage très travaillé. Exact. Et la créolité, évidemment, en retournant vers les racines du créole. Donc, nous avons, à mon avis, réussi parfaitement ce que nous voulions faire dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, j'ai regretté personnellement que lorsqu'il a été question d'écrire Éloge de la créolité, on n'ait pas fait appel à moi. J'étais un ami de Chaboiseau, de Confiant et de Bernabé. Je les connaissais tous très bien. Bien sûr. Mais comme à l'époque, je retourne à la Guadeloupe, je ne sais pas pourquoi, on m'a pas dit on va faire telle chose. Et je aurais pu être on va dire, un co-auteur de Éloge de la créolité. Voilà. Tout à fait. Alors, Jacques Corzani dit quelque chose. Il dit que tu es en marge de la créolité. Alors moi, je me suis demandé, mais pourquoi en marge? En quoi, toi, notamment dans L'homme au bâton et dans tes autres œuvres, en quoi tu serais en marge? Parce qu'il me semble que l'une des choses phares de la créolité, c'est ce mélange des deux langues, cette cohabitation et non pas cette domination donc, de la langue française sur la langue créole.
il me semble que dans tes romans, s'il y a une chose qui ressort, c'est justement cette cohabitation, où pas mêler, où tu passes de l'un à l'autre sans aucun problème. Alors pourquoi selon toi? Je ne sais pas pourquoi il a dit cela, mais ce que je crois, ce que je pense aujourd'hui, il a voulu certainement dire que j'avais une façon de faire, y compris dans la créolité, qui était propre à moi, Ernest Pépin, et qui appartenait beaucoup à la poésie. Parce qu'on a toujours trouvé que c'est la poésie qui est la force de mon langage personnel, même dans le roman. Même dans le roman. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu évoquer, je le pense. D'accord. Parce qu'effectivement, s'il y a une chose qui caractérise ton écriture, et c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est tes métaphores, les figures de style nombreuses que tu utilises. Pour parler de la moindre chose, tu ne vas pas la décrire de manière banale. Je dirais même, je vais tenter cet adjectif vulgaire. Et c'est pour ça que, ça c'est moi, mais je t'ai souvent associé à Baudelaire, en ce sens que tu arrives à donner de la beauté à des choses qui pourraient, des choses du quotidien, un petit peu comme Francis Ponge aussi. Tu arrives par le biais des métaphores à rendre quelque chose de banal magnifique. Et c'est pour ça que je dis que ça, c'est un talent immense. Je m'adresse donc aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux auditrices. Ça, c'est un talent immense. Faire ressortir la beauté, l'extrême beauté de quelque chose de banal. Je pense que fondamentalement, je suis un homme très sensible, de sensibilité, de grande sensibilité et d'émotivité également. Donc je ressens profondément ce que j'écris et surtout ce que je vois, ce que je ressens à travers les choses. Et c'est pourquoi le thème de la femme est important pour moi, parce que quand je regarde une femme, je suis un homme ému, bouleversé, et vraiment transporté. Et c'est ça que j'ai trouvé les mots, ils veulent dire ce transport, cette admiration, cette chose extraordinaire que l'on ressent, et qu'il n'y a même pas de mots pour dire ça. Voilà. Parce qu'effectivement, dans tous tes romans, on retrouve toujours cette trace de femme. Donc, on va poursuivre justement notre entretien. Alors, je t'ai présenté comme un écrivain de la créolité, donc on a déjà commencé à parler de cela. Donc, la définition académique, c'est toi, tu donnerais quoi comme définition avant que je ne propose une définition? La volonté, c'est ce qu'on a voulu faire, de faire en sorte que lorsqu'on écrive en français, on entende le créole. Absolument. C'est ce qu'on a voulu faire. Français, mais c'est le créole qui est parlé réellement. Je prends un exemple d'une phrase de Chamoiseau d'ailleurs, qui m'avait étonné au départ. Quand Chamoiseau disait « il prit courir ». Oui, exact. Un Français n'aurait pas dit « il prit courir ». Absolument. Il fallait dire « il prend courir » et on a transposé en français. Et ce travail-là, de traduction, transposition, translation, qui permet justement de créer aussi un univers particulier et de rendre compte de ce que nous sommes vraiment. Donc tu dis que pour toi, la créolité, c'est la prise de conscience de la diversité du monde caribéen. Oui. En quoi, selon toi, ce monde caribéen est divers? Parce qu'on a tendance à dire, je te prends un exemple, l'autre jour je disais à une collègue que ce serait bien que nos élèves puissent voyager dans la Grande Caraïbe, qu'ils aillent par exemple découvrir comment fonctionnent les entreprises à Trinidad et tout, et elle me dit, oh n'importe quoi, de toute façon c'est les mêmes cocotiers, le même sable et le même soleil. Or toi tu parles au contraire de prise de conscience de la diversité. Parce que peu de gens connaissent réellement la diversité de notre monde caribéen. Moi j'ai eu la chance de fréquenter de près Haïti, dont je connais l'histoire par cœur pratiquement. Cuba, la Jamaïque, Saint-Domingue et plein d'autres pays en particulier. Et j'ai toujours estimé qu'à travers la langue déjà au départ, la langue, mais les images que la langue donne également, parce que la musique espagnole, tout à fait, la musique haïtienne, la musique cubaine, etc. On peut deviner déjà les prémices de diversité qui est aussi dans les coutumes, dans les traditions. Le carnaval d'ici n'est pas comme celui de Cuba, quand il existe en tout cas. Il n'est pas comme celui d'Haïti. Donc on peut trouver là je dirais des vecteurs de diversité profonds. Mais il y a aussi tout le ressenti de l'histoire. La cuisine est une fête extraordinaire de goût, de sensations, d'odeurs. Donc on peut trouver toute cette diversité-là partout, si on la cherche et si on la connaît un peu. Malheureusement,
peu d'entre nous connaissent vraiment, je dirais, je tiens à le dire, engoncés dans le monde français, Oui. connaissent la diversité caribéenne. Et c'est malheureux. Oui, parce qu'effectivement, comme tu disais, à travers la musique, à travers la cuisine, la Jamaïque avec donc son reggae, quand on regarde la Barbade avec la musique soca, etc., effectivement, ce sont des univers totalement différents. Ce serait dommage de réduire le monde caribéen. Je prends un exemple très simple. Quand j'étais enfant, il n'y avait que des radios, on va dire marron, entre guillemets. C'est vrai. Et dans ces radios-là, j'entendais de la musique. On disait Radio Margarita. Je me souviens du nom Radio Margarita, radio près de Puerto Rico. On faisait la musique cubaine, la musique de Colombie, la musique jamaïcaine, la musique haïtienne, de partout. Et ça nous forgeait l'esprit et un univers commun. On se reconnaissait dans la cumbia, de ces mots-là. Tout comme le calypso. Et même certains chanteurs anglophones chantaient en créole. Absolument. C'est qui nous reliait aussi. Comme le calypso, c'était Mighty Sparrow. Mighty Sparrow, voilà. Donc, on avait un lien commun très fort, une transversalité qui nous unissait. On a perdu cela malheureusement. On est resté que français. On s'est perdu dans la France. C'est mon idée. Nous allons poursuivre donc cet entretien, on va passer à une autre œuvre. Alors en 2001, tu écris une lettre ouverte, désormais célèbre, hein, ta lettre ouverte à la jeunesse. Alors tout comme Zola, qui le 14 décembre 1897 va s'adresser à la jeunesse de son pays, toi, pourquoi tu as voulu écrire cette lettre ouverte à cette jeunesse guadeloupéenne qui d'ailleurs, je te le dis, mais ça je pense que tu le savais, c'est une œuvre qui a été étudiée dans beaucoup de, pas simplement en Guadeloupe, mais en Martinique, comme je te disais, j'ai eu l'occasion de faire étudier. Je sais qu'en Guyane, j'ai eu des collègues qui ont cherché à faire étudier cette œuvre-là. Donc finalement, pourquoi t'étudies, il faut que je m'adresse à cette jeunesse? Parce qu'il me semble qu'à l'époque, elle était en pleine dérive. Dérive par rapport aux parents, dérive par rapport aux traditions, dérive par rapport à la morale, dérive par rapport à tout ce qui peut tenir un homme debout, ou un homme ou une femme, on dit, un homme ou une femme debout par la culture, par l'estime de soi, par la conscience de faire du mieux que l'on peut, par l'idéal. Et tout ça avait disparu, était même méprisé. Et c'est pourquoi il fallait faire un cri, il fallait une réaction qui soit forte et qui soit puissante. Ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais j'ai essayé de le faire. Alors, est-ce que tu as le sentiment d'avoir été entendu? Alors, très mal. Très mal. Parce qu'au départ, cela a été perçu comme une arrogance suprême, on va dire. De quel droit? De quel droit? Nous dire. Pour qui se prend-il? Voilà. Autre, également, comme j'avais tutoyé l'auditeur, le lecteur, pourquoi il nous tutoie? Et puis, troisième chose que je considère comme être une erreur, beaucoup d'enseignants ont pris cela comme texte pour étudier l'argumentation. Donc, pour contrecarrer le discours que moi je tenais, que je voulais tenir. Donc, ça a été, à mon avis, mal perçu dans ce sens-là. Mais heureusement, au fil des années, je sont tassés et je crois que le texte a pris sa vraie valeur réellement. Mais alors, est-ce que tu penses que... Alors, tu dis que tu trouves qu'on l'avait mal perçu, mais quelque part, tu donnes des arguments quand même. Non seulement tu livres ton regard, tes émotions, mais quelque part, tu exhortes la jeunesse à prendre conscience, à se réveiller. Donc, quelque part, il y a une forme aussi d'argumentation. Mais peut-être que tu as trouvé dommage qu'on ait limité ton œuvre à ça. L'argumentation, mais je n'appelais pas à mes yeux une contre-argumentation. D'accord. C'est ça qui a été essentiel pour les gens, pour certains lecteurs en tout cas. Toi, tu voulais juste livrer tes émotions à ta jeunesse. Comme je disais, je suis un émotif. Donc j'étais un peu révolté, il faut le dire, par le fait de trouver la jeunesse de mon pays dans une grande dérive. Et sous-entendu, une grande détresse également. Parce que lorsqu'on tue un camarade de classe, je prends un exemple, ce n'est pas un jeu, ce n'est plus une question banale, ce n'est plus
quelque chose à traiter à la légère. Il fallait absolument secouer le côtier, comme on dit, pour pouvoir faire remonter la conscience des choses. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Mais est-ce que tu penses, puisque ça c'était en 2001, nous sommes en 2022, est-ce que tu as le sentiment que les choses se sont améliorées? Malheureusement, je dirais, elles se sont améliorées si on veut. Si on veut, elles sont aussi beaucoup dégradées. Parce que maintenant, ce qui est grave, c'est qu'il y a des discours complètement, on va dire, inutiles, qui sont maintenant légitimés. On peut même te reprocher à toi, comme tu es là, d'être bien habillé. Ça devient un défaut. D'être belle, c'est un défaut. D'être instruite, c'est un défaut. Tu n'es pas peuple, tu n'es pas... Donc, je peux être traîné dans la boue par certains discours, certaines façons de faire. Et nous subissons tout cela également, y compris les actes de violence qui vont avec. Tu comprends? Donc, je veux te dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, loin de là, loin de là. D'accord. Parce que tant que la pensée ne peut pas être sauvée, confortée, solidifiée, encouragée, l'homme est perdu, l'homme ou la femme. L'être humain est perdu. Absolument. Or, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. J'écoute souvent la télévision. Je n'ai que ça à faire. J'écoute des gens sérieux, on va dire sérieux, hommes importants, hommes politiques, hommes, tout ce que l'on veut, qui disent des énormités, qui conduisent droit au fascisme. Tout à fait. Au fascisme. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils font le lit du fascisme. Ah, c'est grave. C'est très grave. Je ne donne pas d'exemple, mais je suis effaré souvent, effondré. Je te remercie. Nous allons nous arrêter là pour notre première partie. On se retrouve tout à l'heure après donc la page pub et nous retrouvons donc Ernest Pépin pour la suite de cette conversation. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de cette conversation avec Ernest Pépin. Alors, on va poursuivre. Tout à l'heure, nous avons parlé de la lettre ouverte à la jeunesse. Un autre roman qui lui aussi a beaucoup fait parler de lui, c'est Tambour Babel, pour lequel tu as reçu un prix en 1996, le prix RFO. Donc, à travers ce livre, alors oui, tu et qui a failli avoir le prix Goncourt. Ah d'accord, ça je ne savais pas. C'est la vérité. Et si je l'avais eu, ma vie aurait changé. Ah, j'imagine. Voilà, totalement. Mais malheureusement. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a empêché que tu ne laisses? Je n'étais pas là quand le jury s'est réuni, mais c'est un livre qui a été sélectionné pour le prix Goncourt et pour le prix Renaudot en même temps. D'accord. Donc, à mon avis, les Guadeloupéens ne s'occupent pas assez. Effectivement, ce serait un long débat. Oui. Donc, à travers ce roman, tu célèbres le tambour, Oui. cette tradition héritée donc, du continent africain, mais aussi les tambouillets. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que pour toi, à travers ce roman, c'est une façon donc de célébrer ou de mettre à l'honneur la résilience des Guadeloupéens? Première question. Et est-ce que c'est une manière de montrer que notre culture, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas enfermement sur soi, mais au contraire ouverture? Je répondrai différemment. Ce roman, pour moi, est d'abord un exploit littéraire. Parce que j'avais lu un roman qui n'a rien à voir avec cela, qui s'appelle Le Parfum de Soskin. Ah oui, tout à fait. Et comme Soskin avait fait du parfum, j'ai envie de dire, un chant extraordinaire sur les odeurs et les senteurs, j'ai lu cela ébloui et émerveillé. Et je me suis dit, à l'époque en tout cas, si on peut écrire comme ça sur les senteurs et les odeurs, je peux le faire sur la musique, les sons et le tambour. Et donc voilà le commencement de Tambour Babel. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc au départ, je n'avais aucune intention de célébrer le tambour en particulier. D'accord. C'est devenu, quand j'écrivais l'œuvre, c'est dessiné au fur et à mesure que l'œuvre avançait. Je dirais cela. Alors en fait, je veux juste, est-ce que tu peux rappeler ou est-ce que je rappelle de quoi il est véritablement question? Parce que bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas lu ce roman-là. Les gens l'ont oublié. Voilà. Donc un petit résumé donc, de ce roman. Le récit dont l'action est située donc, dans le village de Grosse-Montagne en Guadeloupe retrace l'histoire d'un grand maître tambourineur, Éloi, surnommé Maître Tambouillet ou Docteur Tambour.
celle de la rivalité entre son fils Napoléon, surnommé aussi Napo, n'est-ce pas, et de son fils illégitime Basile. Éloi renie Napoléon. Alors tu vas nous dire tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il le renie, voyant qu'il est dépourvu du talent, n'est-ce pas, musical qu'il a lui, hein, Éloi, et il va préférer son fils illégitime qui lui semble avoir ce talent. Souvent on a tendance à dire que Iche des rois toujours qu'à s'en plutôt, comme disait Martiniquais. Donc, et lui préfère Basile, tambouronnet au tambouillé, aussi doué et rusé, car il cherche à détrôner apparemment son propre père aussi. Alors, l'oralité joue un rôle très important dans ce roman. Donc, est-ce qu'à travers aussi ce jeu des personnages, parce qu'il y a aussi quelque chose qui tourne autour de Hermantia, pourquoi effectivement tu montres cette rivalité? Parce que je suis parti au départ de l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est ça, cette opposition fondamentale biblique entre deux personnages qui devraient être soudés, Caïn et Abel. Et il fallait prendre ça comme moteur de la relation et moteur aussi du jeu du tambour dans le roman, et par conséquent montrer comment l'injustice parfois est commise, comment il faut se battre aussi pour réparer, j'ai envie de dire, le malheur initial de ne pas être choisi ou de ne pas être aimé, et triompher finalement, parce que ça se termine par le triomphe de celui qui n'avait pas été choisi au départ. Exactement. Alors, est-ce que c'est aussi une forme de métaphore de la société guadeloupéenne? Ah ben, totalement. Les personnages sont guadeloupéens, même dans leur nom. Parce que tous ces noms-là existent en Guadeloupe. Oui. Quand on parle de Éloi, c'est Éloi. Napo a existé. Exact. Hermantia a existé. Hermantia, c'est ce qui m'a dit, c'est la même chose. Donc, c'est des noms que j'ai voulu coder. Et en même temps, coder avec le monde musical. Et en même temps, des noms qui peuvent aussi avoir des résonances, on va dire, mythologiques. Habiter l'inconscient du lecteur. Faire en sorte qu'il pénètre, je dirais, leur culture profondément. Donc, pour moi, tout cela était signifiant. Et avec ce livre-là, que je faisais beaucoup d'ailleurs, j'ai voulu dépeindre les rivalités, les combats, comment dirais-je, les conditions qui font qu'on puisse se trouver en difficulté et transcender ces difficultés-là en même temps, par la parole, par le talent, par le combat. Voilà. Donc effectivement, un combat qui est, donc, comme tu disais, aussi métaphorique, puisque les personnages entre eux, c'est le talent musical qui va représenter effectivement comme une forme de saint Graal à pouvoir atteindre, et certains sont exclus. C'est exactement cela. D'ailleurs, Hermantia, la mère du joueur, lui dit, t'en fais pas. Tu es le fils de Napo, le tambour va sonner dans tes mains tôt ou tard. Tout à fait. Elle est la seule à garder confiance en lui. Lui, le père, il est honteux. Et elle garde la foi dans son fils. Elle lui dit, ne t'en fais pas, le tambour, tu es le fils d'un tel, donc tu vas toujours jouer au tambour magistralement. C'est ce qui se fait réellement dans le roman. Alors en fait, je constate qu'effectivement, l'espoir est symbolisé par une femme. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est encore cette admiration totalement, pas seulement l'admiration, la confiance. J'ai entendu une phrase que j'ai beaucoup aimée. Quelqu'un posait la question, est-ce qu'il faut le droit des femmes? Et la personne à qui on a posé la question a répondu, j'ai pas besoin de le droit des femmes. J'ai besoin de les respecter. Je trouve que c'est admirable comme réponse. Et donc, pour moi, la femme, c'est le respect. C'est le fondement de tout. C'est vraiment le Saint Graal, comme tu disais tout à l'heure, qui permet de se transcender, de se dépasser, de fructifier. Voilà. Alors, merci beaucoup Ernest. Nous allons continuer cet entretien. Et là, nous allons nous intéresser à une œuvre. Oui.
ton dernier roman, alors je dis ton dernier parce que c'est vrai qu'il y a eu La Souvenance avant, en 2019, mais en 2021, tu vas donc sortir La Veuve aux 1000 rivières. Et là encore, il est question de femme, d'accord, puisqu'il s'agit d'une veuve. Alors, je vais montrer le roman à la caméra. Nous voici effectivement ce roman, un roman particulièrement touchant, un roman particulièrement émouvant. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette histoire et qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette histoire, La Veuve aux 1000 rivières? Je pense qu'on veut dire que c'est une histoire d'amour qui m'a amené à écrire ce roman-là. Parce que j'ai appris qu'une amie que je mets beaucoup avait perdu son mari. Et depuis qu'elle avait perdu son mari, elle s'était coupée de tout le monde, séparée de tout le monde, de tous ses amis, et repliée sur elle-même. Ils se sont restés en l'état. Et plus je demandais pour elle, plus on me disait, mais elle ne va pas très bien, elle va pas bien du tout. Elle se renferme encore plus. Je dis, ce n'est pas possible. Je suis allé la voir un jour. Et elle m'a donné des bribes, je parle de l'histoire des bribes de ce que je ressentais en elle. Bah, tu comprends, je ne peux pas recevoir beaucoup de réactions, etc. Je suis reparti. J'ai médité sur tout cela. Et j'ai voulu lui faire à elle un cadeau. Et c'est pour elle que j'ai écrit ce livre. D'accord. Je ne l'ai pas publié du tout. Et c'est que lorsque notre ami commun, Mathieu Gamal a vu le manuscrit, il m'a dit, ah non, je vais publier ça, il faut absolument que je publie ça. Et je lui ai dit, mais banco, et on l'a fait. Donc, au départ, c'est né comme ça. C'est un cadeau pour quelqu'un de précis. Après, dans l'écriture, évidemment, comme d'habitude, ça prend une dimension, on va dire, universelle. Absolument. Qui est une plongée dans le deuil, plongée dans la détresse, la condition humaine en même temps, et la volonté de sortir quand même, malgré tout, par l'amour de la vie, qui triomphe malgré tout. Exactement. Voilà un petit peu. Alors, j'avais une question un peu taquine. Pourquoi le choix de cette jeune maison d'édition? Parce que j'ai vu que tu es passé par de grandes maisons d'édition, c'est Ernest Pépin quand même. Et là, ce roman, cette pépite, hein, j'appelle ça aussi une pépite, cette pépite-là, les éditions Calinas. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu des hauts et des bas avec des maisons d'édition. Certains m'ont porté en l'air, d'autres n'ont pas défendu convenablement, d'autres n'ont pas payé, même à aller même jusque-là. Hein. Il y a des livres que j'ai écrits où je n'ai pas reçu un centime. Je le dis publiquement, c'est la vérité. Donc lorsque j'ai vu un jeune, de ce quoi l'ami de mon fils, se lancer dans l'édition et après ce qu'il avait écrit, que j'ai préfacé aussi, tout à fait. Je dis, ah non, il faut que je le soutienne. Je te fais cadeau, même si je n'ai pas un centime, je te fais cadeau de l'œuvre pour la publier et la défendre. Et il m'a dit oui, donc on a matché, comme on dit les jeunes aujourd'hui. Voilà. D'accord, on peut vraiment lui dire merci, parce que c'est vrai que ce roman, je le recommande, il est vraiment d'une beauté. Alors, c'est vrai que la mort est un thème classique en littérature, mais dans ce roman, et ça c'est quelque chose qui m'a interpellée, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices ainsi qu'internautes, mais dans ce roman, la mort elle est vivante. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis cela? C'est pourquoi j'ai parlé de cadeau tout à l'heure. C'est un cadeau que j'ai fait à la personne, la veuve. Donc dans ce livre-là, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en relisant le livre, le mari est plus vivant. Exact. Que dans sa mort. Absolument. On comprend pourquoi elle l'a aimé. On comprend aussi ce qu'elle a ressenti en le perdant. On comprend comment son univers a basculé. Basculé, tout à fait. Donc ce que tu dis là est très vrai, que ce n'est pas un livre morbide. Non. C'est un livre vivant et un hymne dans la vie d'une certaine façon, malgré tout. Malgré tout. Alors, ton personnage principal, donc Denise, exprime un amour intense pour son défunt mari, d'accord? Est-ce que c'est une façon pour toi de montrer que l'amour est plus fort que la mort? L'amour et la mort sont deux indépassables. En même temps, l'amour peut survivre à la mort.
même si l'amour ne peut pas survivre à l'amour. C'est ce que je pourrais répondre à ce sujet. L'amour est quand même je dirais un fil conducteur, une poutre essentielle, un pont qui nous relie à l'autre, et en même temps un indépassable dans le même temps parce que l'amour ouvre à tout, à l'univers. Voilà. Alors je vais lire un petit extrait à la page 14. Donc c'est Denise, le personnage, qui parle donc de son défunt mari. Il n'était pas seulement mon homme, mais ma garantie sur terre, pour ne pas dire ma justification ou ma réverbération. Si bien que je me voyais belle dans ses yeux. Là seulement, je me sentais une reine, un conte des 1001 nuits, une féerie, avec lui seulement. C'est quand même fort des mots comme cela. C'est ce que j'ai imaginé qu'elle ressentait pour son mari et avec son mari. Et j'ai voulu être que l'interprète des sentiments et celui qui porte ça, amour, tout simplement. Alors, je poursuis à la page 15. Jamais personne ne m'avait élevé à ce point. C'était hauteur, c'était douceur. Ce n'était pas un jeu, affaire sérieuse même, qu'aucun quimbois ne pouvait dénouer. Il était mon sang et j'étais plus que sa chair. C'est dire combien je l'ai aimé, mon guerrier, ma fêlure, mon double. Alors, une fois de plus, comme je disais précédemment, on retrouve donc ces figures de style, c'est à la fois ces métaphores, ces hyperboles. Alors un peu pour les téléspectateurs, les hyperboles, c'est une figure de style qui montre l'exagération, mais surtout l'intensité donc des sentiments. Donc ce roman est parsemé de cette figure de style, de toutes ces figures de style. Qu'est-ce que tu veux montrer à travers tout cela? Ou est-ce que c'est ta manière spontanée d'écrire J'ai envie de dire que de façon spontanée, moi, je suis un amoureux naturel, je dirais. Donc je devine facilement ce qu'on ressent une personne qui aime. Je me mets à sa place. Et je comprends facilement comment elle peut ressentir les choses ou les décrire également et les exprimer. Et j'essaie de le faire en poète, en écrivain, en musicien. Même, il y a une musique là-dedans. Absolument. Et souvent même, j'écoute sur Internet, quand je suis un homme d'Internet, des chansons ou des poètes qui parlent d'amour. Et cela résonne dans mon oreille et m'aide à trouver des chemins pour pouvoir parler moi aussi d'amour. Voilà. Parce qu'effectivement, dans ce roman, Denise s'adresse donc à cet homme qui est décédé, mais au-delà de la peine, parce que certes, il y a de la peine, on en parlera dans la question suivante, il y a de la tristesse, du désespoir, mais l'amour est vraiment partout, dans chacun des mots prononcés par l'un et par l'autre, ce qui fait pour moi, ce qui me fait dire de ce roman, que ce n'est pas, je ne dirais pas que la mort est un prétexte, mais je dirais que c'est un roman d'amour. Voilà. Moi j'appelle ça une déclaration d'amour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, tu le dis. Non, parce que c'est vrai que je trouve que au-delà de la souffrance éprouvée par le personnage, c'est-à-dire ce sont ceux qui restent, qui sont toujours tristes, qui éprouvent le manque. D'ailleurs, à un certain moment, le personnage, son défunt mari, lui dit que là où il n'éprouve ni tristesse ni chagrin, parce qu'il est éloigné de tout cela. Et il invite sa femme à vivre. D'accord? C'est la raison pour laquelle je dis que même dans la façon dont il lui parle, en étant dans l'au-delà, c'est encore de l'amour. Il l'invite à continuer à être heureuse. Alors, à travers ce roman, tu soulignes aussi les diverses étapes du deuil, notamment l'étape de la révolte contre Dieu. Nous sommes dans des sociétés marquées donc, par la religion, qu'elle soit la religion catholique ou les religions protestantes. Et très souvent, quand quelqu'un décède, on dit, mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu. La résignation. Voilà, il faut que tu l'acceptes, c'est comme ça. Donc, j'ai le sentiment que quelque part, tu veux montrer aussi que par moments, ces discours-là peuvent être à la fois révoltants, mais surtout blessants. Parfois, au point qu'elle m'a avoué, je ne mens pas, qu'elle ne voulait pas recevoir ses propres amis, parce qu'ils lui disaient les mêmes choses. C'est le temps, il faut te résigner. Et elle ne voulait pas de discours de résignation.
discours d'assujettissement, discours d'acceptation. Elle était contre à mort. Donc elle voulait, même son corps était contre, parce qu'elle a vécu une période d'anorexie. D'accord. Bien sûr, elle s'est révoltée à sa manière. Et même, elle allait plus loin. À la fin, elle va mettre le corps de son mari dans sa peau, quoi. Elle va se faire tatouer, le mot que je cherchais. Tout à fait. Donc, par conséquent, il y a tout cela dans le roman. Et j'ai voulu que ces étapes-là soient bien montrées pour montrer comment le deuil n'est pas une plongée verticale, c'est un cheminement. D'ailleurs, j'écris à peu près on devient une veuve. On devient veuve. Voilà. Tout à fait. Exact. Alors, elle dit à un certain moment, un sentiment d'injustice chiffonne mon corps et il m'est même arrivé, moi si croyante, de douter de l'existence de Dieu. Un véritable père n'aurait jamais permis cela. Alors je l'ai maudit, l'ai traité de tous les noms qui me venaient, l'ai écrasé comme un mille-pattes sous mes talons. J'ai injurié sans savoir que c'était moi-même que j'injuriais. Notre Père, je vous ai tourné le dos. La Vierge Marie, j'ai retiré mes pieds. Alors pareil, on retrouve encore, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le mélange du créole français, parce que là, j'ai beaucoup aimé cette phrase, parce qu'elle a fait écho à des choses que j'ai déjà lues dans d'autres romans, notamment par exemple dans Pluie et vent sur Télumé Miracle, quand Télumé parle à un certain moment. Et j'aime cette façon-là, cette façon que tu as de dire les choses, parce que ça donne, et est-ce que c'était le but recherché, une forme d'authenticité? Toujours, c'est une volonté totale d'être authentique, d'être vrai, d'être dans la vérité. Ce que je vais montrer dans mes romans en particulier, c'est que on ne peut pas nous dissoudre dans le français, dans l'esprit français, dans la langue française, dans le français français. Nous sommes nous. Ça veut dire que nous avons une particularité, une originalité et même une créativité qu'il faut manifester à travers l'écriture, à travers les arts de manière générale, mais là, puisqu'on parle d'écriture, et qu'il faut trouver le moyen de donner des armes, je dirais des armes miraculeuses, on va dire. Miraculeuses, tout à fait. À ce style de vie, quoi. Alors, je disais que j'ai été surprise par la première de couverture. Parce que c'est vrai que quand on entend veuve, on a tendance à voir une personne âgée. Hein, on ne va pas dire une vieille, j'aime pas ce mot-là, mais une personne âgée. Alors, dans notre imaginaire, quand on entend veuve, on se dit ce sont des gens qui ont déjà beaucoup vécu, la mort ne peut toucher que les personnes âgées, on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais bon. Est-ce que c'est une façon, en choisissant donc ce jeune visage, de souligner la cruauté de la mort? Je ne l'ai pas choisi. C'est Gama qui a choisi. D'accord. Il me l'a proposé et j'ai accepté. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi, Gama qui a choisi. Alors pourquoi tu as accepté justement? J'ai accepté parce qu'il y avait un contraste volontaire entre la notion de veuvage, de temps, et c'est la jeunesse du personnage de cette photo. Et en plus, c'est pas une belle négresse. J'ai toujours aimé les belles personnes, les belles femmes. Donc j'aime cette photo-là. D'accord. Alors moi, effectivement, je me suis dit que c'était peut-être aussi une façon de montrer que, effectivement, être veuve, il n'y a pas d'âge. Non. Il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a pas d'âge pour pouvoir effectivement être frappé dans sa chair. Donc la poésie trouve une fois de plus sa place dans ton écriture romanesque. Le titre, par exemple, La veuve aux 1000 rivières. Est-ce que tu peux me dire comment t'es venu ce titre-là? Le titre est venu, on va dire, de façon spontanée. Parce que Denise, le personnage vient de Trois-Rivières. D'accord. Et je vois mettre Trois-Rivières, ça va être trop facile à repérer. Oui, d'accord. Donc j'ai mis aux 1000 rivières, parce que j'ai passé aux 1001 nuits. Ça fait référence à le conte 1001 nuits. D'accord. Donc il y a un côté féerique là-dedans. Féerique, voilà, voulu. Mais en même temps aussi, rivière, l'eau, les larmes, oui, tout ça, la tout ce que l'on veut. Oui, la naissance, renaissance aussi. Et la renaissance aussi, tout à fait. D'accord. Alors, je vais essayer, alors à la page... « 66 ».
Longtemps j'ai perdu le goût des choses vivantes. Longtemps je me suis coulée dans un tunnel. Donc là encore, couler, ben, ça fait penser à l'eau. Je crois qu'il m'a fallu partir, faire mon deuil sans les miens. Malgré toute leur prévenance, je n'arrivais pas à le faire avec eux et il me semblait préférable que dans cette affaire, chacun y aille à son rythme. Donc ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, qu'elle a à un certain moment préféré se retrouver seule. Bien sûr. Parce qu'elle avait le sentiment, même si les personnes étaient remplies de bonnes intentions, Que les mots étaient faux. que les mots étaient faux, mais que je pense que dans ces moments-là, les mots peuvent sonner très creux aussi. Voilà. Même si on est animé de la plus grande affection pour ceux qui nous sont chers. Alors, dans ton roman, tu as choisi de faire les personnages s'exprimer à la première personne. Oui. Ça aussi, j'ai trouvé cela très beau. J'avais l'impression qu'il nous parlait. Ce que j'ai voulu, c'est important ce que tu dis là, c'est ce que j'ai voulu, moi, volontairement. Donc c'est vraiment cela. Donc, Ah ouais, tu as voulu créer une forme d'intimité, de complicité Voilà, avec ton lecteur. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses que, en choisissant ce biais que chacun des deux dise je, est-ce que tu as le sentiment que le lecteur arrive à mieux entrer dans les pensées des personnages? Je voulais qu'il éprouve à son tour ce que éprouvaient les personnages du roman. Qu'ils revivent à sa manière ce deuil, qu'ils comprennent cette révolte, qu'ils aillent au-delà et qu'ils ouvrent la porte à l'espérance finalement. Voilà. Alors, je vais quand même faire une petite lecture avant d'arriver à ma dernière question. Mais je peux te la poser. Oui. Comment le public, comment tes lectrices et tes lecteurs ont-ils reçu ce roman-là? Sachant qu'effectivement, tu as déjà écrit des choses assez différentes les unes des autres. Tu as un roman où tu rends hommage au peintre Basquiat. Bon, là, ce roman-là, comment a-t-il été reçu? Selon moi, très bien. J'ai des échos très positifs. Parce que les gens ne m'attendaient pas à ce registre-là, d'une part. Et d'autre part, les gens sont étonnés de savoir comment un homme peut écrire, avoir une écriture aussi féminine en même temps. Absolument. Voilà, ça a fait interroger poser beaucoup de questions. Donc, ils ont reçu ça très bien, ils ont trouvé que c'est réussi. Et ma propre sœur me dit que c'est un livre qu'elle n'avait pas pris au sérieux au départ, mais que plus elle le lit, plus elle le prend au sérieux, et plus elle en voit la valeur et l'intérêt. Alors, pour faire référence tout à l'heure aux personnages qui s'expriment à la première personne, et chacun s'exprime à la première personne, c'est le mari de Denise qui lui parle. Denise, ne t'en fais pas. Je suis bien là où je me trouve. La mort me traite comme une mère. Je ne manque de rien, je ne souffre de rien. Ceux-là qui habitent encore le temps s'imaginent que l'autre bord est insupportable. Ils se trompent, car vivre est une épreuve parfois heureuse, parfois douloureuse. Ces notions n'ont plus cours ici. Je ne suis ni heureux ni malheureux, puisque je suis hors de portée de tout. Tu ne peux pas imaginer comment cette phrase-là, comment ce discours-là, je le trouve magnifique. J'ai le sentiment, et tu me diras si c'est cela, j'ai le sentiment qu'à travers ce roman, tu donnes aussi un visage de la mort qui est apaisant et apaisé. Tous les êtres humains, quelque part, on a peur de la mort, on a peur de la finitude, quelque part. Même si on sait que c'est la première conviction d'un individu. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de la mort. Déjà, Montaigne l'avait déjà dit depuis longtemps, des siècles, voilà, pour apprivoiser la mort. Les Africains l'ont toujours dit en même temps, avec leur méthode, leur discours, leur poème. Et nous, Guadeloupéens aussi, on dit après la mort, c'est Tibet. Il faut vivre sa vie. Mais on sait en même temps que la mort est un voyage. C'est un autre aspect de continuer à vivre. Une autre dimension du vivre. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort, même si elle est douloureuse, il faut savoir l'accepter et savoir de façon créatrice, on va dire. Alors qu'est-ce que tu entends par de façon créatrice ou créative? C'est compliqué. J'ai envie de dire que la vie est un versant. Comme on revient au versant, la mort est un autre versant. Tout à fait. Et qu'il faut savoir aimer les deux et vivre avec les deux. Même si le mort ne sait pas qu'il est mort.
Mais nous qui sommes vivants, on doit le considérer comme cela pour pouvoir faire avec et faire avancer la vie. Parce que ce qui t'a triomphé, c'est la vie. Toujours la vie. Toujours la vie. Alors, si jamais tu devais recommander ce livre, la lecture de ce roman à ceux qui ne l'ont pas encore lu, tu dirais quoi? Pourquoi il faudrait lire ce roman, La veuve aux 1000 rivières? Parce que c'est un roman de méditation en même temps sur une chose atroce qui est la mort, sur une coupure, une séparation, une distance, une mise à distance. Et en même temps, c'est un moment de réconciliation avec la vie, avec l'amour, avec les racines de l'amour, avec ce qui peut nous amener à nous dépasser et à transcender. Finalement, le mot revient souvent, ce qu'est la condition humaine. Parce qu'après tout ça, c'est la condition humaine. Vivre, mourir, c'est la condition humaine. Absolument. Alors, nous allons nous arrêter là. Je vais lire un dernier passage. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi un roman de l'espoir. Denise qui dit « Je reste toujours Denise, la campagnarde et la rebelle. Telle une sentinelle, je garde la maison. Certains me demandent « À quoi bon, puisqu'Henri n'est plus là ?» Selon eux, il n'y a rien à garder. Ils se trompent. C'est précisément pour cette raison que je dois maintenir sa présence. Religieusement, je lui rends hommage tel un être sacré. Par son départ, je suis devenue plus qu'une femme. Sinon, je ne serais pas veuve. Ernest, nous te remercions énormément. On te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Oui. Avant de passer aux autres rubriques que les téléspectateurs connaissent déjà, nous passons à notre seconde coupure pub. À tout à l'heure. Nous passons maintenant donc au conseil de lecture, cette rubrique que vous connaissez maintenant. Alors, aux éditions Caraïbes Éditions, un roman de Marie Do, ou Marie Do, parce que logiquement il y a un accent, qui s'intitule « Fais danser la poussière ». Maya, née à Paris, élevée dans les années 70, est une petite fille différente qui vit mal son métissage. Sa mère est blanche et son père est noir. Sa passion pour la danse la sauve. Maya réalise son rêve, se fait engager par un chorégraphe mondialement connu, un noir américain. L'adaptation visuelle de ce roman a été faite pour France 2 et a touché au moins 6 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion. Aux éditions Negmaron maintenant, Soukou Niamé de Raymond Pater-Thorin. Dès que Mamie Yaya disait « Je demande la main », tous se précipitaient autour d'elle dans le salon et répondaient d'une seule voix « Accordé ». En ce samedi soir, l'aïeul avait décidé de s'entourer de sa descendance pour lui raconter une histoire spéciale. Une histoire qu'elle avait véritablement vécue. Elle voulait leur dire la vérité avant de fermer définitivement les yeux. Ce secret, c'était une histoire cachée que sa famille gardait honteusement. Et enfin, aux éditions Une voix, une histoire, Au bout du petit matin, l'émotion de Marie-Pierre Loiseau, dite Mappy. C'est un recueil poétique lu par Mappy. Pourquoi Mappy et pourquoi maintenant? Parce que cette poétesse martiniquaise sème sa parole généreusement dans le cœur de nos gens et des gens de la diaspora noire depuis déjà quelques années. Parce que le temps est venu pour que toutes ces personnes aient sa poésie entre leurs mains. Parce que Mappy a aussi besoin de la nourriture et de l'énergie dont cette publication sera la source. Voilà donc pour les quelques conseils que je pouvais vous donner. Nous allons maintenant passer à une autre rubrique que vous connaissez aussi, c'est la minute de la lectrice et du lecteur. Je vous présente le livre « Un papillon dans la cité » de l'autrice guadeloupéenne Gisèle Pineau. Félicie est une petite fille de 10 ans qui doit quitter son île, la Guadeloupe, pour vivre en France avec sa mère.
Ce livre nous montre le lien d'attachement de Félicie pour sa grand-mère maternelle avec qui elle a toujours vécu. C'est un déchirement pour elle de devoir quitter sa grand-mère qu'elle aime tant. Dans ce roman, on perçoit 10 ans de séparation entre une mère, Manya, et sa fille, Aurélie. Elle était désobéissante et est partie en France à l'âge adulte, en mauvais terme avec sa mère, lui abandonnant son bébé Félicie. Le lien affectif entre une maman et sa fille n'a pas été maintenu. Le non-pardon a favorisé un grand fossé au sein d'une famille. Manya manque énormément à Félicie. Le soir, elle rêve d'elle. Elle rêve qu'elle vient la retrouver. Elle lui envoie des lettres en cachette de sa mère. Sa grand-mère ne sait ni lire, ni écrire. Mais elle fait confiance à sa meilleure amie, Laurine, pour transmettre ses doux messages. À travers les souvenirs et les songes de Félicie, on apprend la culture de la Guadeloupe et quelques coutumes, telles que le repas des fêtes de Noël, qui montrent les saveurs de l'île, la musique, les tambours et la convivialité entre voisins et familles. Félicie est une jeune fille courageuse et forte qui a su s'adapter à son nouveau milieu familial. Avec son beau-père, Papa Jo, sa maman Aurélie et son petit frère Mimi. Elle devait s'occuper de Mimi en l'absence des parents et est donc devenue plus autonome et plus débrouillarde. Durant sa première année en France, à l'école, Félicie a rencontré un ami, Mohamed. Il a 2 ans de plus qu'elle. Une forte amitié s'est créée entre eux. Lors d'un voyage de classe d'1 semaine en Guadeloupe, Félicie a enfin pu revoir sa grand-mère au bout de 2 ans de séparation. Les retrouvailles sont joyeuses. Manya est étonnée de voir sa petite fille ici, en Guadeloupe, car Félicie a voulu lui faire la surprise. C'est un moment de joie, d'amour, un soulagement de se revoir. Elle a également pu enfin faire découvrir à Mohamed la mère qu'il n'avait jamais vue. C'était son rêve. Je recommande ce livre qui est rempli de tendresse et d'affection. Le lecteur peut imaginer chaque détail de l'histoire car les faits sont réels lorsqu'on connaît la Guadeloupe. On a l'impression de lire le journal intime de Félicie. À la fin, nous comprenons le petit message de Félicie qui a une passion pour l'écriture. Ce roman m'a plu. Il a les senteurs de la Guadeloupe. Il peut nous faire voyager à travers les mots. À vos lectures, chers lecteurs. Alors, je rappelle que pour cette rubrique, vous pouvez donc vous enregistrer, vous filmer pendant 3 ou 4 minutes maximum à propos donc d'un livre, de préférence de la littérature antillaise, parce que vous savez qu'à travers cette émission, nous cherchons à mettre en valeur nos auteurs. Mais il y a un petit changement, l'adresse à laquelle vous devrez envoyer dorénavant votre vidéo, c'est la suivante, émission préface tout attaché @gmail.com. Nous passons maintenant à la rubrique présentée par Corinne Dossa. Vous savez que depuis le début de cette aventure, Corinne Dossa, qui est une auteure et aussi une coach en écriture, aide tous ceux qui ont décidé de se lancer dans l'écriture d'un roman. Elle les accompagne à travers quelques conseils. Donc je vous prie d'écouter attentivement ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui. Chers aspirants auteurs et autrices, bonjour, on poursuit nos capsules d'écriture. Aujourd'hui, même si on parle de roman, on va parler de cohérence et de règles. Écrire un roman, c'est génial. On a tous les pouvoirs. On a le droit de poser notre cadre. On a le droit d'y mettre tout ce qu'on veut. Mais ensuite, une fois qu'on l'aura fait, on devra nous-mêmes le respecter. Vous pouvez admettre la magie dans votre histoire
Vous pouvez créer de l'absurde, tout est OK. De même, les particularités de vos personnages, elles sont forgées par vous. Donc, vous faites ce que vous voulez. Le lecteur, lui, une fois qu'il a commencé l'écriture de votre roman, il accepte de facto toutes vos règles. Mais le contrat entre lui et vous, c'est que ça fonctionnera tant que vous aussi, vous respectez les règles et vous ne débordez pas du cadre. Vous devrez, à chaque instant de votre écriture, confronter votre récit à la cohérence du cadre. Si vous créez une planète, par exemple, sur laquelle le sol est noir, il ne peut pas, 10 pages plus tard, ce sol devenir marron. Si vous dites que vos personnages ont le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à plusieurs endroits au même moment, ensuite, n'allez pas créer un conflit parce qu'ils sont retenus quelque part et qu'ils ne peuvent pas s'évader. Il n'y a plus aucune logique et vous sortez du cadre. Restez dans la logique du monde que vous avez vous-même créé, sous peine tout simplement de perdre votre lecteur parce qu'il ne croira plus à votre monde et donc il ne croira plus à votre histoire. D'où l'importance ici de faire pour soi-même des fiches. Même si c'est vous qui en êtes l'auteur, réellement, régulièrement, vous pouvez sortir du cadre. Vous pouvez dire à un moment que votre personne a les yeux bleus et 20 pages plus loin qu'il a les yeux marrons. Vous oubliez et vous pouvez, et ça peut être très important parce que votre lecteur, il s'y perd totalement. Donc n'hésitez pas à faire des fiches. Et ceci sera d'autant plus important si le monde que vous avez inventé est totalement différent du monde contemporain. Inventez un monde absolument extraordinaire, mais balisez le terrain. Faites des fiches de lieux, des fiches de personnages auxquels vous allez tout le temps vous référer pour ne pas perdre le fil. Moi, je le fais régulièrement et je vous assure, j'ai des personnages qui au début avaient 5 ans, au milieu du personnage, on avait 8 et à la fin, on avait 9. Je vous assure que ça m'est arrivé une fois, pas 2. Ensuite, j'ai systématiquement fait des fiches. À la semaine prochaine. Nous attaquons maintenant notre dernière rubrique. Une page se tourne, silence ça tourne, présentée par Alix, qui ne sera pas là avec nous pour des raisons diverses, mais sa rubrique par contre demeure. Alors c'est vrai que c'est embêtant parce que moi j'aime bien quand elle est là, mais enfin vous retrouverez tout au long de cette deuxième saison sa rubrique qui, je rappelle, consiste à présenter un film qui est une adaptation d'un roman. Bonjour et ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman autobiographique adapté en film à succès, À la recherche du bonheur. Chris Gardner est un modeste représentant de commerce dont les revenus non réguliers sont précaires. Sa vie familiale s'en retrouve grandement affectée. Linda, sa compagne, peine à endurer leur train de vie. Découragée, elle quitte Chris et le laisse avec Christopher, leur enfant alors âgé de 5 ans. Tandis qu'elle s'apprêtait pour la énième fois à promouvoir son invendable stock de machines médicales, Chris fait la rencontre d'un riche courtier en bourse et se découvre une ambition, devenir heureux, devenir courtier. Il fait alors tout pour gagner l'attention des employeurs et finir par décrocher un stage bénévole dans une société de courtage réputée avec une grande opportunité à la clé. Mais criblé de dettes et sans argent, il est rattrapé par sa détresse financière et va devoir s'acharner pour conserver sa dignité, encouragé par l'amour de son fils. À la recherche du bonheur est inspiré d'une histoire vraie. Le titre original de l'adaptation cinématographique américaine est le même que celui du livre autobiographique publié en 2006, The Pursuit of Happiness. Chris Gardner, l'auteur, est né dans le Wisconsin en 1954. D'une famille aux revenus modérés, il a passé les premières années de sa vie dans plusieurs familles d'accueil, suite à l'incarcération de sa mère, dénoncée par le propre père de Chris pour travail dissimulé.
Il n'a donc jamais vécu avec son père biologique, mais s'est juré que lui-même serait toujours présent pour ses enfants. Malgré son mariage malheureux et ses 2 incarcérations, sa mère, Betty Jean Triplett, a été une source d'inspiration, de force et de confiance en soi-même. Elle a encouragé Gardner à croire en lui-même et à semer en lui les graines de l'autosuffisance. Gardner la cite en disant « Tu ne peux dépendre que de toi-même, la cavalerie ne viendra pas ». À partir des difficiles expériences qu'il a vécues dans son enfance, Chris Gardner a décidé que l'alcoolisme, la violence conjugale, l'abus, la maltraitance d'enfants, l'analphabétisme, la crainte et l'impuissance étaient toutes les choses qu'il voulait éviter à l'avenir et que ses futurs enfants n'auraient jamais à subir. Il réussira à gravir les échelons de la galère jusqu'à la fortune. En 1987, il fonda sa propre maison de courtage, Gardner Rich & Co. à Chicago, avec un capital de $10 000, avec pour simple mobilier une table qui faisait office de bureau dans la journée, sur laquelle il servait également les repas. Le film, À la recherche du bonheur, sort le 15 décembre 2006 aux USA et le 31 janvier 2007 en France. Réalisé par Gabriel Musino et publié par Columbia Pictures, il a rapporté 163 millions au niveau national et au box-office et plus de 300 millions dans le monde. Le film a pris quelques libertés avec l'histoire de Chris Gardner. Certains détails des événements qui ont effectivement eu lieu sur plusieurs années ont été compensés en un temps relativement court. Dans le film, le personnage de Chris Gardner, interprété par Will Smith, va devoir faire face à de lourdes difficultés. Il a du mal à vendre ses machines médicales, courant les cabinets afin d'écouler son stock toute la journée durant, quand on ne les lui vole pas. Sa femme Linda, lassée de cette situation précaire et rejetant la faute sur son conjoint, quitte le foyer familial, laissant seuls Chris et leur fils Christopher, incarné par Jaden Smith, à leur triste sort. Accumulant les dettes, Chris va tout faire pour s'en sortir, porté par l'amour de son fils. Tout en essayant de vendre ses dernières machines pour maintenir la tête hors de l'eau financièrement, il décroche un stage dans une firme de courtage où seul un élu sur une vingtaine de stagiaires sera embauché. Comptant sur sa ténacité et contraint de tenir bon pour son fils, étant tous les deux ballottés de foyer en abri de fortune pour la nuit. La première version du scénario a été très appréciée et a laissé une très forte impression au producteur James Lasseter. Lorsque j'avais regardé le reportage, je m'étais dit que c'était une fantastique leçon de vie, mais je ne voyais pas comment en faire un film. Quand j'ai lu le scénario, j'ai été impressionnée et bouleversée. Steve Conrad, le scénariste, avait saisi l'essence même de ce que devait être le film. Dès lors, Will et moi étions partants. Les interprétations de ce dernier et de son fils Jaden dans les rôles de Chris et Christopher sonnent toujours justes. Et Will Smith prouve ici qu'il peut exceller dans d'autres genres cinématographiques que les films d'action ou comédie, bien qu'il ait déjà montré une autre facette de son jeu d'acteur dans iRobot. Le duo père-fils est très touchant et leur complicité est à chaque instant palpable derrière l'écran. Will Smith est désarmant dans ce rôle de père, faisant tout pour rendre heureux son enfant. Il ne peut s'imaginer sa vie sans son fils à ses côtés. Ce fils qui est désormais le seul lien le retenant à la vie, le faisant tenir. Il ne peut être séparé de lui, même pour une nuit. Will Smith explique comment le tournage s'est passé avec son fils. Au début, je redoutais, étant son père, d'avoir des difficultés à me concentrer sur mon interprétation. Mais quand la réalité s'est révélée tout autre, quand je regardais Jaden et que je voyais dans ses yeux la douleur et la colère du petit Christopher, cela ajoutait à la réalité de la scène et j'avais vraiment le sentiment d'échouer en tant que père. Cela provoquait chez moi une émotion très puissante qui me submergeait littéralement. La complicité réelle qui unit Will à son fils a été transposée à l'écran. Le réalisateur explique comment il a réussi à la capter. Le meilleur exemple est dans celui des blagues toc-toc. Elle n'était pas dans le scénario original. Mais un jour, j'ai entendu Jaden dire à son père une de ses devinettes pendant les répétitions. J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'introduire cette légèreté dans le film et que cela fonctionnerait aussi comme un reflet de l'état moral de l'enfant. Bien que son père et lui connaissent l'enfer, le gamin sourit toujours et il continue à dire des blagues toc-toc, ce qui montre finalement que son père parvient à lui épargner le pire. Toutefois, ce premier film américain de Gabriel Musino met un accent plus important sur la précarité économique dans laquelle évoluent Chris Gardner et son fils.
L'optimisme et la détermination du personnage principal, digne de la meilleure propagande volontariste, n'occultent ainsi nullement le cadre de pauvreté et de déchéance économique et sociale dans lequel évolue l'histoire. Malgré le côté positiviste du scénario, la description du milieu défavorisé permet un aperçu de la réalité américaine encore plus impitoyable et déprimant dans la vraie vie. Il faudrait remonter jusqu'au Land of Plenty de Will Wenders, un film indépendant très éloigné des préoccupations commerciales de ce film de studio, pour retrouver une vision aussi saisissante de l'appauvrissement de la société américaine. Pour les décors, il a fallu recréer la ville de San Francisco au début des années 80. Le chef décorateur, J. Michael Riva, commente. Dans les années 80, tout le monde fumait, la publicité et les affiches étaient naïves, innocentes, les cols de chemise étaient boutonnés, il y avait des voitures en mauvais état et on jouait Raging Bull au cinéma du coin. Notre travail consistait à injecter dans les images toutes ces petites choses qu'on ne remarque pas forcément plutôt que de choisir une optique très marquée. Pendant 4 secondes, on peut apercevoir le vrai Chris Gardner traverser le champ de la caméra pendant toute la dernière scène du film lors du jeu de questions-réponses entre Chris et son fils. En effet, c'est l'homme que les deux héros croisent et sur lequel le personnage de Chris jette un rapide coup d'œil. Dans l'espoir que l'histoire de Chris Gardner inspire les citoyens de Chattanooga au Tennessee pour atteindre l'indépendance financière et prendre davantage de responsabilités pour le bien-être de leur famille, le maire de la ville a organisé un visionnage du film pour les sans-abri. Chris Gardner a lui-même estimé qu'il était impératif de partager son histoire pour le bien de tous ces problèmes sociaux. Quand je parle de l'alcoolisme dans la famille, de violences domestiques, de violence envers les enfants, d'analphabétisme, de l'ensemble de ces questions, ces problèmes sont universels. Ils ne sont pas seulement limités aux codes postaux, dit-il. En faisant tout cela, Chris Gardner espère que son histoire inspirera, même si souvent la réalité dépasse la fiction. Trouver un métier passionnant et être dans la position de celui qui peut dire non, c'est plus que du luxe, c'est d'avoir le pouvoir, déclare-t-il. The Pursuit of Happiness est l'une des expressions clés de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Selon ce texte fondateur de la nation américaine, les hommes ont le droit de chercher le bonheur. À eux de voir où et comment. Ici, le réalisateur a choisi son camp. Le bonheur, c'est la réussite sociale, le travail et l'argent. C'est d'ailleurs ce que l'on peut reprocher au film À la recherche du bonheur. Il se mue en une ode à la grandeur de ce self-made man, sans diplôme, qui sans l'aide de personne deviendra riche. Un portrait qui eût été touchant s'il n'insistait pas aussi lourdement sur l'importance de l'argent, et surtout s'il ne se refermait pas sur cette phrase censée prouver la grandeur de Chris Gardner. Il monta sa propre entreprise de courtage qu'il revendit quelques années plus tard pour plusieurs millions de dollars. Ma rubrique se termine. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine émission. Donc nous remercions Alix pour cette rubrique à travers laquelle nous apprenons toujours autant de choses. Et je me tourne pour la conclusion vers Ernest. Ernest, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, parce que je rappelle que l'émission est diffusée aussi en radio sur la radio Éclair. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent et nous regardent? Je pense en particulier qu'un auteur n'est rien s'il n'est pas porté par son propre peuple. C'est d'abord le peuple qui l'a formé, qui peut le porter au nu et qui doit le digérer, on va dire. Donc voilà ce que j'ai à dire. Alors je crois que le mot d'Ernest Pépin est très clair. C'est vrai que les auteurs n'existent que parce qu'il y a des lecteurs. Bien sûr. Or, si effectivement nous, lecteurs, ne mettons pas en avant nos auteurs, alors finalement on dira que ceux qu'ils écrivent, toutes les œuvres qu'ils écrivent sont des lettres mortes finalement. Or, un peuple aussi se caractérise par la qualité de ses auteurs. Et ici, nous avons un grand auteur, comme je le rappelais dans l'introduction, qui a une œuvre qui est dense. Cette émission s'achève.
Je te remercie beaucoup, Ernest, Je te d'avoir remercie. accepté mon invitation. J'ai toujours admiré ton travail, donc je suis Merci. fier d'être là et que ça doit continuer. Merci beaucoup, en tout cas, Ernest. Et je dédie cette émission à une amie qui a perdu la vie. Et une amie qui était aussi fan de ton écriture. Une amie qui m'a beaucoup encouragée pour cette émission. Et je lui dédie cette émission-là. Je dis à chacun à très bientôt et restez à l'écoute et surtout lisez, lisez ou alors écoutez, puisque vous savez que maintenant, à travers l'édition Une voix, une histoire, vous pouvez écouter nos auteurs. À très bientôt. Au revoir. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.